L'ennemi le plus dangereux que vous affronterez jamais ne portera pas votre nom de famille. Il vivra derrière vos yeux, parlera avec votre voix et connaîtra chacun de vos secrets. Ce n'est pas une métaphore. C'est le résultat de décennies de conditionnement social méticuleusement conçu pour transformer votre impulsion la plus naturelle, l'expression authentique de vous-même, en votre plus grande source de terreur. Dès le moment où vous avez compris le langage, chaque institution qui vous a façonné, famille, école, religion, État, a exécuté le même programme. Vous apprendre à ne pas vous faire confiance, plus qu'à toute menace extérieure. Ce n'était pas accidentel, c'était nécessaire, parce qu'un individu qui ne craint pas sa propre nature est incontrôlable, et les systèmes de pouvoir ne peuvent pas se permettre l'incontrôlable. Observez un enfant de 3 ans. Il n'a pas encore été complètement domestiqué. Il exprime sa colère sans filtre, pleure sans honte, exige ce qu'il veut avec une honnêteté brutale. Il ne connaît pas l'autocensure. Il ne ressent pas ce délai entre l'impulsion et l'action qui caractérise l'adulte civilisé. Cet enfant est dangereux, non pas parce qu'il est violent, mais parce qu'il est transparent. Il ne peut pas être manipulé aussi facilement qu'un adulte qui a appris à douter de chaque instinct. Commence alors le processus de domestication. Chaque fois que l'enfant exprime une émotion gênante, il reçoit le message. Ce que tu ressens est mauvais. Pas ce que tu fais, ce que tu ressens. La colère ne doit pas être exprimée. La tristesse doit être cachée. Le désir doit avoir honte de lui-même. L'enfant apprend rapidement que son monde intérieur est dangereux, qu'il contient des éléments qu'il faut réprimer pour recevoir de l'amour, de l'acceptation, de la sécurité. La cage n'est pas construite avec des barreaux extérieurs. Elle est construite avec la honte internalisée. Les parents ne sont pas des vilains conscients dans cette dynamique. Ils sont simplement les premiers agents d'un système qui les a programmés de la même manière. Lorsqu'un parent dit à son enfant que les enfants ne pleurent pas, il n'exprime pas une vérité biologique. Il transmet un virus culturel hérité de leur propre père. Lorsqu'une mère dit à sa fille que les bonnes filles ne se fâchent pas, elle installe le même mécanisme d'autocensure qui l'a paralysée pendant des décennies. La famille n'est pas un refuge d'authenticité. C'est le premier laboratoire de conditionnement, où l'on apprend que pour être aimé, il faut être quelque chose de différent de ce que l'on est. L'amour parental, qui devrait être inconditionnel, devient transactionnel. Nous t'aimons lorsque tu te comportes correctement, lorsque tu supprimes les parties de toi qui nous mettent mal à l'aise, lorsque tu deviens la version de toi-même dont nous avons besoin que tu sois. Ce processus s'intensifie lorsque l'enfant entre dans le système éducatif. L'école n'existe pas pour cultiver des individus. Elle existe pour produire des citoyens fonctionnels, ce qui signifie obéissants. Observez la structure de base de la classe. 30 enfants assis en rangée, regardant vers l'avant, silencieux sauf lorsqu'ils reçoivent la permission de parler. Ils ne peuvent pas bouger librement. Ils ne peuvent pas suivre leur curiosité naturelle. Ils doivent rester immobiles pendant des heures, absorbant des informations que d'autres ont jugées importantes, évaluées en permanence selon des normes qu'ils n'ont pas créées. Chaque élément de cette conception transmet un message unique. Votre autonomie est illégitime. Vos impulsions naturelles de mouvement, d'exploration, de questionnement sont des problèmes qui doivent être corrigés. L'enfant qui ne peut pas rester immobile est diagnostiqué, médicamenté, normalisé. L'enfant qui pose trop de questions est problématique. L'enfant qui remet en question l'autorité de l'enseignant est puni. Ce qui est enseigné n'est ni les mathématiques ni l'histoire. C'est la soumission. C'est la leçon fondamentale selon laquelle votre jugement intérieur est inférieur au jugement de l'autorité extérieure. Et cela fonctionne avec une efficacité glaçante. Au moment où un étudiant atteint l'adolescence, le mécanisme d'autocensure n'a plus besoin de supervision extérieure. Il a été entièrement internalisé. L'adolescent n'a plus besoin qu'un parent lui dise que sa colère est inacceptable. Cette voix vit désormais dans sa tête, le critiquant constamment, jugeant chaque impulsion, générant une anxiété anticipatoire avant chaque désir sincère. La psychologie appelle cela le surmoi, mais ce terme clinique dissimule la violence du processus. C'est la voix du système opérant dans votre crâne.
C'est l'autorité que vous avez internalisée si profondément que vous ne pouvez plus la distinguer de votre propre voix. Vous pensez que vous pensez, mais vous êtes pensé par des structures de pouvoir qui ont planté leur drapeau dans votre psyché avant que vous n'ayez la capacité de vous défendre. Cette internalisation du contrôle est la réalisation ultime de tout système de pouvoir. Les dictateurs les plus efficaces n'ont pas besoin de soldats à chaque coin de rue. Ils ont besoin de citoyens qui s'auto-surveillent. Foucault a analysé cela brillamment avec son concept du panoptique, une prison conçue de manière à ce que les prisonniers ne sachent jamais s'ils sont observés. Ils supposent donc qu'ils le sont toujours et modifient constamment leur comportement. Finalement, la tour de garde peut être vide. Les prisonniers sont devenus leurs propres geôliers. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est exactement ainsi que fonctionne votre esprit. Vous portez un panoptique intérieur. Vous vous surveillez constamment, évaluant chaque pensée, chaque désir, chaque impulsion selon des normes que vous ne vous souvenez même pas avoir acceptées. Et lorsque vous détectez quelque chose de dangereux, quelque chose qui violerait ces normes internalisées, vous ressentez de l'anxiété, de la culpabilité, de la honte. Ce ne sont pas des sentiments naturels. Ce sont des mécanismes de contrôle qui fonctionnent exactement comme ils ont été conçus. La religion a perfectionné cette technologie des millénaires avant que Foucault ne rédige un mot. Le concept du péché est une ingénierie psychologique brillante. Vous n'avez pas besoin de punir chaque transgression extérieurement si vous pouvez convaincre les gens qu'un observateur omniscient surveille chaque pensée. Dieu n'est pas seulement une autorité extérieure. C'est l'autorité que vous ne pouvez jamais échapper parce que vous la portez en vous-même, dans votre propre conscience. Le chrétien qui se sent coupable de pensées sexuelles, le musulman qui a honte de douter de la foi, le juif qui se punit pour avoir violé le sabbat, tous vivent le même mécanisme, la peur internalisée du vrai soi. La religion ne vous dit pas que Dieu vous juge. Elle vous entraîne à vous juger vous-même avec la sévérité que vous imaginez que Dieu utiliserait. La punition éternelle de l'enfer est moins efficace que l'enfer que vous créez à chaque instant dans votre propre esprit lorsque vos désirs naturels entrent en conflit avec les commandements que vous avez intériorisés. Mais la religion perd son influence dans les sociétés séculières. Le système avait besoin de nouveaux mécanismes. Il les a trouvés dans la psychopathologisation de la normalité. La psychiatrie moderne, surtout dans son alliance avec l'industrie pharmaceutique, a créé un nouveau langage pour qualifier le comportement humain naturel de maladie. Êtes-vous agité, curieux, incapable de vous concentrer sur des tâches qui ne vous intéressent pas? Vous n'êtes pas un humain normal avec des préférences légitimes. Vous avez un trouble déficitaire de l'attention. Ressentez-vous une véritable tristesse face à des circonstances véritablement tristes? Vous n'avez pas une réponse humaine appropriée. Vous souffrez de dépression clinique. Ressentez-vous de l'anxiété à la perspective de vous conformer à un système qui viole vos valeurs? Vous ne faites pas l'expérience d'une dissonance cognitive saine. Vous avez un trouble anxieux généralisé. Dans chaque cas, le problème se situe au sein de l'individu et non dans les conditions qui génèrent la réponse. Et la solution est toujours la même, des médicaments qui suppriment les symptômes sans remettre en question les causes. Je ne conteste pas la réalité des maladies mentales authentiques. Je souligne comment le langage de la pathologie s'est étendu pour couvrir des gammes de l'expérience humaine normale de plus en plus larges. Cela profite à deux groupes. L'industrie pharmaceutique, qui vend des milliards en médicaments pour des troubles qui n'existaient pas auparavant, et le système de pouvoir, qui dispose désormais d'une justification médicale pour réprimer tout comportement qui ne se conforme pas. Un enfant qui se rebelle contre une autorité arbitraire n'est pas un penseur critique en formation. C'est un cas de trouble oppositionnel avec défiance qui nécessite une intervention. Un adulte qui refuse de participer à l'économie de consommation ne fait pas un choix philosophique. Il présente des signes de dépression nécessitant un traitement. Le système a médicalisé la dissidence. Il a transformé la non-conformité en un symptôme. Et la partie la plus sombre est que ce processus vous rend complice de votre propre suppression. Lorsque vous ressentez de l'anxiété parce que vos désirs ne correspondent pas à ce qui est attendu de vous, vous ne remettez pas en question ces attentes. Vous remettez en question vos désirs. Vous cherchez une thérapie, non pas pour vous libérer du conditionnement, mais pour mieux vous y adapter. Vous voulez être réparé,
rendu capable de fonctionner dans le système sans tant de souffrance. La thérapie moderne, dans sa forme la plus courante, n'est pas une libération, c'est une optimisation. Elle vous aide à mieux vous intégrer dans la machinerie sociale. Elle vous enseigne des techniques de coping, non pas pour que vous puissiez confronter les contradictions fondamentales de votre mode de vie, mais pour que vous puissiez les tolérer avec moins de friction. Vous sortez de la thérapie non pas plus libre, mais plus efficacement domestiqué, capable de générer une productivité économique sans s'effondrer sous le poids de votre propre aliénation. Schopenhauer voyait cela avec une clarté qui fait encore mal. Il écrivait que la vie oscille entre la douleur et l'ennui. La douleur de désirer ce que l'on n'a pas et l'ennui d'avoir obtenu ce que l'on désirait pour découvrir que cela ne vous a pas satisfait. Mais il existe une troisième catégorie qu'il n'a pas complètement explorée. La douleur de désirer des choses que l'on a appris qu'il ne fallait pas désirer. C'est spécifiquement la souffrance humaine, le produit de la civilisation. L'animal ne connaît pas de conflit entre son désir et sa morale. Le chien qui veut manger mange simplement s'il peut. Il ne se sent pas coupable de son appétit. Mais l'humain civilisé ressent des couches de conflit avant de satisfaire un désir. Est-ce approprié? Que penseront les autres? Suis-je égoïste? Cela viole-t-il une norme que j'ai intériorisée? Le simple désir devient un champ de bataille psychologique où l'impulsion authentique est attaquée par une armée de voix internalisées représentant toutes les institutions qui vous ont dit qui vous devriez être. Cette guerre intérieure n'est pas un accident de la conscience. C'est le prix d'entrée dans la société. Freud l'appelait le malaise dans la culture. La civilisation exige que vous réprimiez vos impulsions, en particulier sexuelles et agressives, afin que la vie sociale soit possible. C'est le contrat implicite. Vous abandonnez votre authenticité en échange de sécurité et d'appartenance. Le problème, c'est que personne ne vous a demandé si vous acceptiez ce contrat. Vous êtes simplement né dedans. Et au moment où vous êtes suffisamment conscient pour le remettre en question, vous avez été façonné si complètement que le rejeter donne l'impression de rejeter votre propre identité. Les chaînes ne vous lient pas seulement. Elles ont poussé à l'intérieur de votre chair jusqu'à ce que vous ne puissiez plus distinguer entre le métal et l'os. Et voici le mécanisme le plus insidieux de tous. Ils vous ont convaincu que cette peur de vous-même est pour votre propre bien. Lorsque vous ressentez de l'anxiété à l'idée d'exprimer votre colère, vous ne la reconnaissez pas comme un mécanisme de contrôle. Vous la vivez comme une conscience morale. Lorsque vous ressentez de la culpabilité à cause de désirs sexuels, vous ne la reconnaissez pas comme une répression. Vous la vivez comme de la décence. Lorsque vous réprimez vos ambitions authentiques parce qu'elles semblent égoïstes, vous ne la reconnaissez pas comme une domestication. Vous la vivez comme de la maturité. Le système vous a appris à appeler votre prison vertu. Il vous a appris à être reconnaissant pour vos chaînes, à les défendre contre quiconque suggère que vous pourriez être libre sans elles. Observez comment vous réagissez lorsqu'une personne vit de manière authentique, sans le niveau d'autocensure que vous pratiquez. Vous ressentez un mélange de fascination et de répulsion. La fascination vient d'une partie de vous qui se souvient de ce que c'était que d'être libre. La répulsion vient du geôlier intérieur qui interprète cette liberté comme une menace. Si cette personne peut vivre sans les restrictions que vous vous imposez, alors peut-être que ces restrictions n'étaient pas nécessaires. Et si elles ne l'étaient pas, alors vous vous êtes inutilement emprisonné vous-même. Cette réalisation est trop douloureuse. Alors au lieu de l'affronter, vous attaquez la personne libre. Vous la qualifiez d'irresponsable, d'égoïste, d'immature. Vous projetez sur elle chaque jugement que votre geôlier intérieur utilise contre vous. Vous ne défendez pas la moralité. Vous défendez votre investissement dans votre propre prison. Parce que si vous admettez que les chaînes sont optionnelles, vous devrez faire face à toutes les expériences, relations et versions de vous-même que vous avez sacrifiées pour les garder. Les réseaux sociaux ont intensifié ce mécanisme à des dimensions grotesques. Désormais, vous portez non seulement le panoptique interne, mais aussi un panoptique externe dans votre poche. Chaque publication est évaluée par des centaines ou des milliers d'observateurs. Chaque photo est jugée. Chaque opinion est mesurée par rapport au consensus.
Le résultat est une autocensure extrême. Vous ne publiez pas ce que vous pensez réellement. Vous publiez la version que vous avez calculée comme étant la moins susceptible de provoquer des conflits et la plus susceptible d'obtenir des validations. Vous ne partagez pas votre vie réelle. Vous partagez la version sélectionnée qui passe l'inspection du panoptique. Et ce faisant, vous observez les publications des autres, les jugez, renforçant ainsi le même système qui vous surveille. Tout le monde est devenu gardien mutuel. Tout le monde surveille tout le monde. Le contrôle s'est décentralisé au point qu'il ne nécessite plus une autorité centrale. La foule se surveille elle-même. Et lorsque quelqu'un viole les règles du consensus, observez ce qui se passe. Il n'y a pas de jugement, pas de procédure régulière. Il y a une annulation instantanée. La foule numérique se matérialise, non pas pour examiner si l'accusation est fondée ou si l'offense est importante, mais pour participer au rituel de punition. Les personnes participant à ces exécutions numériques ne le font pas par sadisme. Elles le font parce que le système de peur intériorisé a trouvé un nouveau moyen d'expression. Punir le transgresseur est une façon de signaler sa propre conformité. C'est une manière de dire au panoptique « Je respecte les règles. Regarde comment je punis ceux qui ne le font pas. » C'est le prisonnier qui trahit un autre prisonnier pour gagner la faveur des gardiens. Sauf qu'il n'y a pas de gardiens, juste d'autres prisonniers jouant au même jeu. La politique identitaire moderne, sous toutes ses formes, fonctionne selon cette même logique. Je ne parle pas de la légitimité des revendications des groupes marginalisés. Je parle de la façon dont le langage de la justice sociale est devenu un autre outil de surveillance mutuelle. Chaque mot que vous utilisez est analysé pour détecter d'éventuelles offenses. Chaque opinion est examinée pour confirmer qu'elle s'aligne avec l'orthodoxie du moment. Et si vous échouez, si vous utilisez le mauvais terme ou exprimez l'opinion interdite, vous n'êtes pas poli. Vous êtes marqué. Vous êtes un ennemi. La peur de dire la mauvaise chose, d'être jugé, d'être exclu, vous entraîne à vous autocensurer constamment. Vous évaluez chaque pensée avant de l'exprimer, non pas en vous demandant si elle est vraie ou utile, mais si elle est sûre. Une véritable conversation devient impossible, parce que tout le monde est plus concentré sur l'évitement de la punition que sur la recherche de la vérité. Ce n'est pas du progrès. C'est un raffinement du contrôle. L'ancien système vous disait quoi faire. Le nouveau système vous forme à vous surveiller si obsessionnellement que vous n'avez même pas besoin qu'on vous le dise. Vous avez internalisé chaque règle, chaque attente, chaque limite. Vous êtes devenu votre propre oppresseur le plus efficace. Et la partie la plus brillante est que vous le faites volontairement. Personne ne vous force. Vous choisissez l'autocensure parce que le coût perçu de l'authenticité, du rejet, de l'isolement, de l'annulation, semble plus grand que le coût de la répression. Vous ne calculez pas le coût cumulatif de ne jamais exprimer votre vérité, de ne jamais laisser votre moi authentique respirer, de vivre toute votre vie comme une performance conçue pour des audiences qui ne vous connaissent même pas. Ce coût n'apparaît pas comme une anxiété anticipatoire. Il apparaît comme une dépression chronique, comme un sentiment de vide, comme la question persistante de pourquoi rien ne semble réel. Nietzsche a écrit sur la réévaluation des valeurs, le processus par lequel les puissants redéfinissent la vertu en des termes qui leur profitent. C'est exactement ce qui s'est passé avec votre relation avec vous-même. On vous a appris à appeler « impulsion dangereuse », ce qui est en réalité un désir légitime. On vous a appris à appeler « égoïsme », ce qui est en réalité de la préservation de soi. On vous a appris à appeler « maturité », ce qui est en réalité « capitulation ». On vous a appris à appeler « stabilité », ce qui est en réalité « stagnation ». Chaque terme a été inversé, de sorte que la prison semblait être un refuge. Et maintenant, vous défendez votre prison avec le même zèle que d'autres pourraient défendre leur liberté, parce que vous ne pouvez plus distinguer les deux. Le travail, cette institution qui consomme la majorité de votre vie éveillée, fonctionne selon la même logique de contrôle internalisé. Vous n'avez pas besoin d'un superviseur qui vous surveille constamment. Vous portez le superviseur en vous. Vous vous sentez coupable de prendre une pause, même si vous y avez droit.
Vous ressentez de l'anxiété à l'idée de ne pas répondre aux emails en dehors des heures de travail, même si vous n'êtes pas payé pour ce temps. Vous avez intériorisé des attentes de productivité si profondément que vous vous exploitez plus efficacement que n'importe quel patron ne pourrait le faire. Et lorsque vous vous sentez épuisé, lorsque votre corps vous supplie d'arrêter, vous ne remettez pas en question le système qui vous vide. Vous vous remettez en question. Pourquoi ne peux-je pas gérer cela? Pourquoi les autres semblent-ils y parvenir? Cela doit être un défaut en moi. Vous ne considérez jamais que peut-être la réponse normale à des conditions inhumaines est la souffrance, et que ceux qui semblent y faire face avec succès ont simplement dissocié plus complètement de leurs propres besoins. Vos relations amoureuses sont infectées par la même peur. Vous n'exprimez pas vos véritables besoins parce qu'on vous a appris que le besoin est une faiblesse. Vous ne fixez pas de limites parce qu'on vous a appris que les limites sont égoïstes. Vous ne mettez pas fin à des relations qui vous nuisent parce qu'on vous a appris que l'engagement signifie endurer n'importe quoi. Dans chaque cas, vous privilégiez des normes internalisées plutôt que votre véritable bien-être. Vous restez dans des situations qui vous consument parce que la peur de décevoir les autres, d'être perçu comme un échec ou de violer les attentes est plus forte que votre instinct de préservation. Le résultat est que vous vivez une vie qui semble appartenir à quelqu'un d'autre, parce que, dans un certain sens, elle appartient effectivement. Elle appartient à toutes les voix que vous avez internalisées, à toutes les attentes que vous avez absorbées, à tous les rôles qui vous ont été assignés avant que vous ne puissiez donner votre consentement. Et lorsque finalement le poids devient insupportable, lorsque la dissonance entre qui vous êtes et qui vous vous êtes forcé à être atteint un point critique, vous vivez ce que le système appelle une crise de nerfs. Mais ce n'est pas une rupture, c'est un réveil. Votre moi authentique, réprimé pendant des décennies, génère enfin une pression suffisante pour fracturer le masque. La panique n'est pas le problème. La panique est le message. C'est votre psyché qui crie que la performance ne peut pas continuer. Mais le système ne l'interprète pas ainsi. Il vous diagnostique, vous médicamente, vous thérapeute, tout cela conçu pour réparer le masque, pour vous rendre à nouveau fonctionnel dans le même système qui vous a brisé. La question qui n'est jamais posée est « fonctionnel pour quoi ?» Fonctionnel pour qui? La véritable liberté, la seule liberté qui compte, n'est pas politique. Elle est psychologique. C'est la capacité de vivre selon ses propres désirs, pensées et impulsions sans le filtre constant du jugement internalisé. C'est la capacité de se demander ce que l'on veut vraiment et non ce que l'on devrait vouloir. C'est la capacité d'agir à partir de son centre authentique et non de la performance que l'on a perfectionnée. Cela ne signifie pas agir sur chaque impulsion sans réflexion. Cela consiste à distinguer entre les impulsions sincères et les compulsions créées par le conditionnement. Cela signifie distinguer entre les choix faits par peur et ceux faits par désir authentique. Cela revient à retrouver la capacité de se juger soi-même, capacité que l'on a abandonnée lorsque l'on a internalisé le jugement des autres. Mais cela nécessite quelque chose que le système a tout fait pour détruire. Le courage. Pas le courage d'affronter les dangers extérieurs. C'est facile comparé à cela. Le courage d'affronter votre propre moi sans les récits protecteurs que vous avez construits. Le courage de reconnaître à quel point ce que vous appelez votre personnalité n'est qu'une adaptation au traumatisme. Le courage d'admettre que vous avez vécu la vie de quelqu'un d'autre. Le courage de décevoir tous ceux qui ont investi dans la fausse version de vous-même. Le courage d'être incompris, jugé, rejeté pour être authentique, alors que l'alternative était d'être aimé pour être faux. Personne ne peut vous donner ce courage. Ce n'est pas quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose que l'on découvre lorsque le coup de continuer le mensonge dépasse enfin le coup d'affronter la vérité. Et voici la dernière tournure, la plus amère. Même en lisant ceci, même en reconnaissant la vérité de ces mécanismes, la garde intérieure travaille à neutraliser le message. Elle trouve des raisons pour lesquelles cela ne vous concerne pas. Elle le catégorise comme un divertissement intéressant plutôt qu'un appel à l'action. Elle intellectualise le contenu pour créer une distance entre la compréhension
et l'application. Parce que la garde sait que si vous l'absorbiez vraiment, si vous l'appliquiez vraiment, vous devriez changer votre façon de vivre. Et le changement terrifie la garde plus que toute menace extérieure parce que le changement signifie une perte de contrôle. La garde préfère une misère prévisible à une liberté incertaine. Donc, la véritable question, la seule qui compte, n'est pas de savoir si vous comprenez ces mécanismes. C'est de savoir si vous avez le courage d'agir comme s'ils étaient vrais. Pouvez-vous vous regarder dans le miroir et reconnaître à quel point ce que vous appelez votre identité n'est qu'un conditionnement? Pouvez-vous identifier les voix dans votre tête qui ne sont pas les vôtres, qui sont des échos de parents, d'enseignants, de prêtres, de patrons, d'influenceurs, tout le cœur d'autorité qui ont planté leur drapeau dans votre psyché? Pouvez-vous faire la différence entre la peur authentique qui vous protège et la peur fabriquée qui vous paralyse? Pouvez-vous commencer à faire des choix, d'abord petits, qui violent les attentes internalisées juste pour voir ce qui se passe? Pouvez-vous tolérer l'anxiété qui surgira lorsque vous le ferez, en sachant que cette anxiété n'est que le système de contrôle protestant contre sa perte de pouvoir sur vous? Pouvez-vous supporter d'être mal compris par ceux qui ne vous ont connu que sous votre masque? Êtes-vous prêt à perdre des relations construites sur de fausses versions de vous-même pour avoir la chance de construire de vraies relations? Pouvez-vous vivre avec l'incertitude de ne pas savoir qui vous êtes vraiment jusqu'à ce que vous vous autorisiez à le découvrir? La réponse à ces questions déterminera si cela a été une révélation ou simplement une distraction de plus. Le geôlier mise sur la dernière option. Et vous, sur quoi pariez-vous?